C'est notre enfance, c'est le basket, c'est Canal+ qui a commencé. Genre j'ai dit, en touchant un club qu'on a tous aimé, qu'on a tous détesté. Moi perso, ça a été mes ennemis dès l'année 2000. On parle des Los Angeles Lakers et du duo Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Aïe, 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 aïe. Moi, j'allais direct parce que ces mecs, ils m'ont fait du mal. Hein. Moi, personnellement, ils m'ont blessé. Je supporte les Blazers et les Pacers. Si vous vous souvenez de l'année 2000 au niveau des playoffs, il y avait déjà la série, on en parlera plus tard, mais bon, on perd 4-3 en menant de 15 points d'avance. Ils vont en finale NBA avec une action mythique, on est d'accord, Big Joe. Et puis après, bah, t'as la finale contre les Pacers. Mais mec, moi, j'ai toujours pas avalé. Magnifique, les Lakers. Mais ça qui est drôle, en fait, c'est que les Lakers, ils sont allés 4 fois en finale NBA avec Shaq et Kobe. Ils en ont gagné 3. Mais derrière, c'était pas si rose que ça, derrière. Donc c'est fort ce qu'ils ont fait, en fait. Il y a eu du moins bien. C'était les montagnes russes en fait. Leur relation c'était les montagnes russes et ils ont gagné 3 NBA et ils sont allés 4 fois en finale. C'est fort. Bah, ce qui est fort, c'est que comme tu le dis, c'est que il fallait trouver un peu un successeur à l'hégémonie des Bulls. Et aujourd'hui, on a eu les Lakers en fin des années 90, début des années 2000. Alors moi, je supporte les Lakers et les Nets. Ouais. Autant vous dire que la finale de 2002. Moi, j'étais tranquille. Genre, tu les supportais déjà, là, bluff. Ouais. Mais tu mens. J'ai jamais aimé les Knicks. Voilà. Un petit personnel, voilà, effectivement. J'ai jamais aimé les Knicks et j'ai aimé les Lakers pour Kobe. Donc, autant vous dire que cette relation et ce podcast-là me touche particulièrement. Et pour le coup, ouais, pour reparler de Kobe Shaq, c'est en même temps pour Kobe son meilleur ami, son meilleur allié, mais aussi son pire ennemi, ce qui l'a motivé pour la suite de sa carrière. Donc pour le coup, c'est une relation qui est extrêmement complexe et peut-être une des plus complexes de l'histoire de la NBA pour moi. Mais même du sport, on peut même parler du sport de très haut niveau. Mais avant de revenir sur ces deux personnes, j'aimerais rendre hommage à un grand monsieur qui s'appelle Jerry West. Oui, je parle de Jerry West. Pourquoi je parle de Jerry West? Parce que c'est lui qui les a recrutés en tant que général manager des Lakers à l'époque où justement les Lakers ne gagnaient plus. Hein, parce que depuis la fin de Magic en 91, ça a été très difficile pour les Lakers. Et été 96, ils font un recrutement exceptionnel avec Shaquille O'Neal qui arrive en tant que free agent aux Lakers. Et puis il y a bien entendu la draft 96 avec l'arrivée de Kobe Bryant qui a d'abord été drafté par Charlotte. Et lors des sessions d'entraînement, Jerry West, il a direct craqué. Il a dit, lui, il a le basket dans le sang. Et donc, avec le trade avec Vlade Divac. Il n'y a pas que Kobe et Shaq. Hein. Il y a aussi Phil Jackson. Il ajoute Phil Jackson à ce duo. Parce que Phil Jackson, ce que fait Phil Jackson avec les deux, c'est qu'il va être capable de gérer leurs deux égos. Ouais. Il va vraiment savoir parler à la personnalité de Kobe et à la personnalité de Shaq. Et c'est grâce à lui, en fait, que les deux joueurs arrivent à s'entendre sur le terrain. À cohabiter. Sur le terrain. Parce que sur le terrain, il n'y a pas de souci. C'est vraiment à l'extérieur qu'il y a du souci. La limite de ça, c'est donc la finale contre les Pistons, où on reviendra tout à l'heure, où là, on a senti vraiment un point de non-retour entre les deux. Quoi. Mais tiens, tu parles d'abord. Tu parles des Pistons. On peut déjà commencer aussi à l'initial, avec déjà la saison 96. Ils vont en playoff 97. Et ils se font sortir par le Jazz. Ouais. Alors le Jazz, bon déjà qui arrivait déjà avec leurs deux têtes montantes qu'on connaît, John Stockton et Karl Malone, qui étaient dans une période d'effervescence de très très haut niveau. Et à côté il y avait des jeux Brian Russell, exactement, Jason Hasek, ils étaient là. Ostertag qui mettait à bout Shaquille O'Neal. Mais il y a eu plusieurs des situations de bagarre. Il est parti le frapper un match, il est parti le frapper. Mais Shaquille O'Neal, ce mec se bagarre avec tout le monde. Avec tout le monde, mais il s'est bagarré avec toute la ligue. Avec tout le monde. Et d'ailleurs, Charles Barkley en parlait il y a pas longtemps, justement, que O'Neal, il se tape avec tout le monde, mais il gagne aucune baston. Il se gagne aucune baston. À quel moment vous avez vu Shaquille O'Neal gagner? Bien sûr, à chaque fois il se fait tard, à chaque fois lui qui perd. Et Shaq, justement, on va revenir sur Shaq comme il faut. Pourquoi? Parce que Shaq était la tête de gondole. C'était le leader du vestiaire des Lakers. Il a plusieurs fois dit dans les conférences de presse. Même Phil Jackson, il a dit. C'est mon équipe. C'est l'équipe de Shaq. Et même avant l'arrivée de Phil Jackson, parce que Phil Jackson est d'abord ennemi des Lakers en 96. Il joue aux Bulls. Bon, enfin ennemi parce que les Lakers sont loin. Mais il n'est pas encore aux Lakers. C'est Del Harris, le coach des Lakers. Exactement. Et lui-même, il va concentrer son système par rapport à Shaquille O'Neal. Bien sûr. Donc tout a été organisé autour de lui. Il y a même des rumeurs comme quoi Del Harris voulait dès le début ruiner la carrière de Kobe Bryant en le laissant ruiner. En le laissant jouer
la fin du game 4 contre Utah ou du game 5 où il prend il met plein d'airballs. Il fait 3 airballs, il finit avec les airballs et c'est là genre un seul, il en fait 3. Non mais à la fin il termine le match justement avec les airballs il voulait pas du tout clutch et c'est à ce moment-là déjà genre psychologiquement le Combine disait que Delaris avait fait exprès de mettre Kobe à ce moment-là et de le laisser prendre des shoots pour ruiner sa carrière parce que la relation entre Delaris et Kobe au début n'est pas bonne. Mais pourquoi elle est pas bonne? Est-ce que toi qui supportes les Lakers soi-disant là, on t'écoute? Oui, on t'attend. Pourquoi elle est pas bonne? On en parlera de toute façon dans un autre podcast, mais on sait que déjà le caractère de Kobe dérange dès le début. Il dérange tout le monde et il dérange Shaq surtout et il dérange aussi le vestiaire. Alors, il dérange. Alors d'abord Kobe, il faut savoir que personne s'attendait à avoir un mec aussi jeune dans sa carrière être aussi imprégné basket. Le mec, il faisait des séances vidéo, il s'entraîne plus que les autres et ça a dérangé les grosses têtes du vestiaire des Lakers. Bien sûr. Ok, notamment les plus âgés au niveau Von de la Exel profession. et Eddie Jones se moquaient de lui parce qu'il travaillait plus que les autres. Exactement. Mais par contre, Shaq ne le clashait pas au début. Shaq justement appréciait justement ce genre de comportement, notamment lorsqu'il rate la série, lorsqu'il fait ses échecs d'airball face au Jazz en playoff 97. Lors des phases d'interview après la rencontre, Shaq justement dit au moins lui il a eu le cran de shooter parce que Shaq est sorti avec 6 fautes. Hein. Il n'est plus sur le terrain. Oui, il est plus sur le terrain. Donc la partie coup près, c'est Kobe qui prend, mais il est chaud. Bien sûr. Moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis c'est l'équipe de Shaq et alors beaucoup utilise cet argument pour dire oui mais Kobe pourquoi est-ce qu'il fait partie des meilleurs de l'histoire parce que pourquoi est-ce qu'il ferait justement partie des meilleurs de l'histoire parce que Shaq il gagne les trois MVP des finales. Bien sûr. Mais Shaq a plus d'expérience de Kobe. Shaq quand il arrive aux Lakers, tout à fait. C'est on peut le dire c'est le meilleur intérieur au monde indiscutablement avec Karl Malone en concurrence certes mais à l'est il amène quand même le Magic en finale NBA. Il arrive aux Lakers ou à Orlando? Non quand il arrive aux Lakers. Quand il arrive aux Lakers, oui. Il fait partie des meilleurs intérieurs de la NBA. Il amène le Magic en finale NBA. Tout à fait. Il élimine, et cette année-là, par ailleurs, il élimine les Bulls de Jordan. Yes. L'année d'après, ils se font sweeper par les Bulls. Michael Jordan, il n'est pas content. Enfin, après, ils font un 60. C'est normal. C'est une des meilleures équipes de l'histoire des Bulls, donc on peut même pas, voilà. Mais si c'est pas là. Pour le coup, quand le Shaq arrive, il arrive en tant que franchise player. Tout à fait. Oui, donc Kobe il arrive comme une étoile montante de la NBA, mais c'est normal limite que ce soit le patron était Shaq. Le problème, et on verra par la suite, c'est le fait que Kobe est monté, Kobe a pris de plus en plus de place dans le vestiaire, et donc il a exigé encore plus je dirais pas dans le vestiaire mais je te laisse continuer. Mais même dans le jeu, dans le vestiaire, dans le jeu, dans l'exigence qu'on connaît de Kobe. Mais Kobe quand il exige ça dans sa deuxième partie de carrière, à la limite il est plus légitime que le Kobe du début où ça n'a pas du tout matché avec un Shaq qui justement lui n'avait pas cette rigueur de travail. Absolument pas. Je vais revenir sur le vestiaire, c'est intéressant parce que pendant un bon moment le vestiaire était contre Kobe, hein. C'était vraiment tout le monde était contre Kobe, que ce soit les vétérans comme Rick Fox, Brian Shaw, ils étaient tous contre Kobe. Il y avait des séances vidéo des Lakers où à chaque fois Shaq, pas Kobe mais Shaq, c'était le seul qui disait mais là, si on est mauvais, c'est à cause de Kobe. C'était le seul qui disait. Et ça commençait, et c'est là que ça commençait les certaines tensions parce que c'était l'attaque en triangle et il fallait faire tourner le ballon et on considérait Kobe comme un ball stopper. Donc déjà, ça commençait à avoir de la frustration par rapport à ça. Et ensuite, il y a eu une nouvelle querelle, c'était par rapport à l'éthique du travail. On en parlait tout à l'heure d'éthique de travail. C'est une référence. Ok, Shaq a toujours respecté l'éthique de travail de Kobe. Mais Kobe avait du mal à comprendre que Shaq avait une vie en dehors du basket et ça l'énervait. Alors ça s'est pas vu tout de suite parce qu'il faut quand même parler aussi des bons côtés aussi de cette relation, notamment lors de la saison 2000. Shaq fait une saison exceptionnelle. Moi j'ai les stats, je vais vous les donner si ça vous dérange pas. Mais donne-les-nous. En termes de points saison régulière, 29 points par match à 57% au shoot. 13,6 rebonds, MVP de la saison régulière, MVP également du All-Star Game en 2000, mais il est également MVP des finales NBA bien entendu face à mes pauvres Pacers avec Rick Smith que je salue, qui a énormément souffert. C'est un mort Rick Smith. Ça a été très difficile pour ce néerlandais mais bon peu importe. C'est difficile pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde c'est difficile. C'était très compliqué. Je peux vous dire pour les Nets 2 ans après c'était compliqué aussi. Mais par rapport à la finale de conférence Ouest face aux Blazers au cours de cette série-là, parce qu'en effet Shaq domine, mais Avrizas Sabonis essaie de se débattre un petit peu, mais lors du match 7 où les Blazers mènent de 15 points, t'as Kobe Bryant lors de la remontée notamment des Lakers qui se permet d'avoir des performances
vraiment excellente. Et d'ailleurs, même c'est la première saison où je dirais même que Kobe Bryant, au-delà des... parce qu'on connaissait son talent, on connaissait son côté explosif, notamment le surnom Showboat. Ça va au-delà de ses highlights de voilà, dunk, où là il de où devient écrase, véritablement je suis d'accord avec décisif, toi. notamment au cours de cette finale de conférence Ouest, mais en plus aussi en finale NBA, match 4 contre Indiana Pacers, il marque 8 points en prolongation. Un match clé où il y avait encore que 2-1 entre les deux équipes. Et donc, certes, Shaq est dominateur, mais je dirais ça a été la saison où en termes d'alchimie entre les deux, ça a été le top. Bah, de toute façon, l'action qu'on retient de Kobe Shaq, de ces finales, c'est la passe de Kobe pour Shaq. Ouais. Donc tu vois, donc c'est pour dire qu'en gros, on dépasse maintenant le côté highlight de Kobe qui écrase tous les intérieurs de la NBA, qui va dunker, qui va tout ça. On est beaucoup plus là dans vraiment un vrai duo, un des duos les plus dominants le duo le plus dominant de cette génération et sûrement un des duos un des plus dominants de l'histoire. Mais Jonathan, mais tu vois le non. Un des plus dominants. Ouais, un des plus dominants, tout à fait. Mais regarde, ça un autre. Mais cette action-là, mais moi ça m'a fait mal, hein, parce que en fait il crosse Scottie Pippen en fait avant l'action. Il crosse Scottie, il rentre dans la peinture et après il fait le alley-oop sur Shaq qui dunk sur Rashid. Voilà. Ce cross, il me fait penser à celui de Iverson aussi sur Michael Jordan. Ça dit oui, totalement. Ouais, il ressemble. La saison régulière, c'est pas pareil. Ça ressemble. Je vois ce que tu veux dire très bien. C'est vrai. Et il me semble Allen Iverson en plus rookie. Qui fait ça à Jordan. Oui, c'est la saison rookie, la saison 96, saison rookie. Alors après, à quel moment où ça a commencé les raccros, concrètement? Parce que la saison 2001, en termes de chiffres, elle est exceptionnelle par rapport aux Lakers, notamment sur la partie playoff. Ils font 15 matchs, une défaite. Avec un Shaq démolition totale, un Kobe qui est pratiquement pour un jeune homme de 21 ans, je crois, à cette époque-là, parce qu'il est né en 78, Kobe. Ouais. De 21 ans, qui est totalement étincelant. À quel moment ça commence à s'accrocher, à votre avis, pour vous? Est-ce que vous avez une idée? Pour moi, en 2002, ils écrasent aussi encore la concurrence. Ouais, en 2002, ouais. Quand ils sweepent complètement les Nets en finale. Pour moi, c'est 2003. 2003 où ça a commencé à frictionner et que... Pour moi, c'est 2003. Où ils perdent justement, où ils perdent contre les Spurs en play-off. En 2003, ouais. Voilà, c'est là où effectivement ça a commencé, où le jouet a commencé un peu à se casser. Alors en effet, il y a les critiques de Kobe Bryant par rapport à l'éthique de travail et l'hygiène de vie de Shaq. Totalement. Même Pat Riley, on avait marre de Shaq. C'était par rapport à son. Il avait fait des progrès au début, mais il arrivait à chaque fin d'été avec un indice de. Alors là, je parle de Pat Riley. Pat Riley, oui, je disais qu'il n'y a pas que Kobe, aussi Pat Riley qui. Mais tu parles au hit? Oh, hit. Ah, au hit, ok. Donc c'est après. Non, mais parce que même quand il est aux Lakers. Il n'y a pas que Kobe qui le reprenait sur son hygiène. Il est aux Lakers, il participe à des films, c'est une star mondiale. Il a procédé à plus de 500 arrestations pendant qu'il jouait. Ouais, c'est incroyable. Le mec, plus de 500 arrestations. Il était policier que Shaquille O'Neal. Mais d'ailleurs, il mangeait pas toujours un hamburger avant chaque match, un truc comme ça. Si, totalement. Juste un McDo. Si, il avait besoin de son Big Mac. Mais en fait, déjà, c'est ça. Shaq a besoin. C'est quelqu'un de très. Il peut pas être sérieux. Il a un grand sens de l'humour, notamment selon Tex Winter, un grand assistant coach. Il adore faire rire les gens. Magnifique pour ça, super sympa, mais il est imprévisible et surtout il ne supporte pas à être remis en cause sur des choses qui sont véridiques. Et Kobe Bryant a été le premier à le remettre en cause. Donc c'est vrai, Kobe a été dur dans son approche parce que c'est vrai qu'en termes de qualité de communication, ce monsieur ça a été déplorable pendant plusieurs années, mais il a dit la vérité. Mais on ne touche pas au gros contrat en NBA. Bien sûr. On touche pas au contrat. On touche pas surtout à un mec qui est 3 fois de suite MVP des finales. Ouais, déjà. Non, mais déjà. C'est aussi, je pense que c'est ce qu'il disait, c'est comme ça qu'il répondait. Il disait non mais Coco, c'est moi qui porte l'équipe, c'est moi le franchise player. C'est bon, tu peux garder tes conseils pour toi. Moi, je fais mon taf, toi tu fais ton taf et puis basta quoi. Et je pense que c'est là où ça a frictionné parce que d'un côté t'as un Kobe qui est un dans le sens premier du terme, un malade de travail, un taré de travail. Ça a été très vite comme ça en plus. Voilà, avec une éthique de dingue. Il a toujours été élevé comme ça. À côté de ça, t'as un Shaq qui avait des qualités physiques naturelles extraordinaires. Et extraordinaire, on peut vraiment le diviser le mot en deux. Extraordinaire. Un mec avec le physique de Shaq,
t'en vois un et t'en vois plus. Mais Bien sûr. surtout qu'il est rapide en plus. Et en plus de ça, il est agile, pas long. son footwork, il est incroyable son footwork. footwork incroyable. Il faisait du breakdance en fait quand il était jeune et ça l'a aidé. Ah ouais. Il faisait du breakdance quand il était jeune. Et on Emma. voit tous cette image de Shaq quand il mystifie Michael Jordan. Je sais pas si vous voyez cette scène Oui, à l'échauffement du All-Star Game. Un jeu de haut panier, je crois. Exactement, Tac, un jeu tac, de haut tac. panier. Ouais. Il fait une feinte, mais Jordan, il est ridiculisé. Oh bah Et là, arrête, c'est du training, jeune homme. Mais quand tu es Michael Il nous Jordan, montre, il nous montre sa panel de footwork. Il nous montre sa panel de footwork. Arrêtez. Ah non, pour le coup, on voit c'est une vraie séquence de 2 minutes où ils sont vraiment en 1 contre 1, où justement ils taffent l'un contre l'autre et les 10 dernières secondes, on voit T'es Shaq, vraiment qu'un supporter mais des Lakers. en fait. ridiculisé. Ah bah, il était à l'époque Magic, hein, donc tu vois, je veux même pas. Tu rattaches tout à ton avantage. Non, mais c'est vrai. Alors- Vous allez voir les images, c'est incroyable. hein, Alors, ok, par rapport à ces deux personnes, il faut aussi mentionner une personne majeure dans cette sphère, c'est Phil Jackson. Phil Jackson, c'est vrai, il a essayé de tenir ces deux mastodontes en termes de caractère dans le vestiaire, mais il a eu beaucoup plus de friction avec Kobe Bryant qu'avec Shaq. Oui. Ouais. Il Alors- parlait pas trop avec Kobe Bryant. Hein. Il aimait pas faire des 1 contre 1 avec Déjà. Kobe Bryant. Il Déjà. aimait pas faire des apartés avec lui. Mais parce que Kobe ne supporte pas en fait être mis en question lui aussi. Il aime que les choses soient faites à sa manière. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Phil Jackson, au bout d'un moment, il a consulté un psychologue. Il s'est formé à apprendre à parler avec Kobe. Parce qu'il ne savait Master Z. vraiment, il est parti voir un psychologue. Il lui a appris comment parler avec Kobe. Et une fois qu'il a appris, tout allait mieux après. Ah. Et c'est pour ça que après en 2008, 2009, 2010, ils s'adorent les deux. Ils s'adorent. Ça a pu repartir Bien d'aplomb, sûr. mais ça a été très difficile. Pourquoi ? Parce que en fait, il faut savoir que Kobe c'est le plus jeune, hein, bien entendu entre Shaq et lui. Et Kobe qui vient du lycée, hein, faut le préciser. Exact. On en Vient parlera. directement du lycée. Et qui crée justement une attraction terrible. Hein. Adidas est déjà derrière le dos de Kobe Bryant. On voit sa conférence de presse avec ses lunettes sur ouais, le front, exact. dans son gymnase. T'as vraiment le Et souvenir. épique à base, hein, Kobe. Alors, petite anecdote très importante aussi, parce qu'il faut parler également de la direction des Lakers par rapport à la friction entre Shaq et Kobe. Alors, il y a Qui a fait des dégâts à la direction quand même des Lakers. Exactement, Hein. Des dégâts, hein. exactement. Pourquoi Jerry West, Tex Winter, Jerry Buss. Jerry Buss, on en parlera justement parce qu'en fait, Paye-moi. il y a le All-Star Game 2004 qui se profile justement à Los Angeles. Et en fait, lors d'une réunion de travail, vous avez Phil Jackson qui se plaint de Kobe Bryant en disant que moi l'année prochaine, je ne peux pas retravailler avec lui. Alors, Mitch Kupchak, qui était le GM des Lakers, après justement le départ de Jerry West, il va balancer cette information-là à Buss, donc Dr. Buss, justement le propriétaire des Lakers, et le propriétaire des Lakers décide d'opter plus pour Kobe que pour Phil Jackson. Et en plus de ça, Phil Jackson voulait un salaire qui était à 8 millions, il voulait passer à 12 millions à l'année. Oui. Donc bon, Dr. Buss s'est dit, écoute, Phil Jackson, je suis désolé, mais là, ça va être compliqué pour continuer avec toi. Dr. Buss a toujours été fasciné par Kobe. Déjà, Toujours. il est tombé amoureux de lui quand il a vu comment il travaillait. Dr. Buss vient d'un milieu populaire, difficile, où lui, il a dû énormément travailler pour devenir chimiste et ensuite pour construire son empire à Los Angeles, son Tout à empire fait. immobilier. Il a utilisé les Lakers comme vitrine pour agrandir son empire immobilier. Donc, Absolument. il était complètement fan de Kobe. Et il savait que Kobe avait une aura qui lui permettrait de garder les Lakers comme une ville, comme une vitrine, comme un marché qui restera toujours À juste florissant. titre, les Lakers, c'est le Real Madrid au football. Bien sûr. Totalement. C'est le Real Madrid. C'est pour moi, en toute objectivité, je vais dire, c'est la plus grande franchise de sport au monde. Mais quelque part, c'est pour ça qu'on était tous contents, la NBA était contente de voir les Lakers gagner et de voir un duo comme celui-ci. Concrètement, c'était exceptionnel. Et par rapport à ça, il faut, pour terminer la boucle en 2004, par contre, Il y a aussi le recrutement qui va avec. L'an 2004, Et quand c'est ils pour vont ça. chercher Gary Payton, quand ils vont chercher Karl Malone, pour qu'il puisse gagner une bague. Voilà, c'est ça. C'est Shaq qui allait les chercher. Hein. Ouais. C'est Shaq, exactement, c'est Shaq Shaq qui va qui va les les chercher. Et en plus de ça, en 2004, pour terminer sur l'épisode All-Star Game, on fait un interview parce que les Lakers ont fait un communiqué pour leur dire qu'ils ne prolongeraient pas Phil Jackson. On interroge Shaquille O'Neal. Shaq dit clairement, si Phil reste, je reste. Il faut qu'il reste. On pose la question à Kobe Bryant. Que pensez-vous de la situation de Phil Jackson concernant la prolongation de son contrat? Ça m'est égal. Il s'en fout. C'est la réponse de Kobe Bryant. Ça m'est égal. Il était pas encore mature à ce moment-là aussi. Exact. Il Un était pas encore sacré mature. con. Mais en vrai, tu regardes les deux personnalités. En fait, je comprends, il pouvait pas se blairer. T'as une personnalité, quelqu'un qui a besoin de s'amuser, de ne pas tout le temps être sérieux. T'as quelqu'un de ultra sérieux. Ensuite, ce sont deux Sérieux qui? personnes. Tu parles de qui sérieux? Kobe, Ah, c'est excusez-moi, sérieux, ouais. Kobe. Désolé. Shaquille O'Neal, quand ça devient sérieux, il a besoin de s'amuser. Et ça, Kobe, il détestait ça. Ensuite, t'as le fait que
Mais tu me diras à la fin, c'est Kobe qui avait raison, puisque Shaq, il le dit après sa carrière, et on voit cette interview très connue, maintenant, c'était cet entretien de 45 minutes entre les deux joueurs, où Shaq, il dit, à nous deux, on aurait pu gagner 10 bagues. Clairement. Et il a raison. Il a raison. Il y avait les personnalités étaient trop aux antipodes. C'était aussi, il y avait l'éthique de travail, il y avait aussi le fait que les deux étaient têtus, bornés. Shaquille O'Neal, c'était quelqu'un à qui c'était difficile de parler aussi. Ouais. On pouvait pas lui dire les choses. Le remettre en cause, ouais. Le remettre en cause parce qu'il y avait un manque de confiance. Ça, c'était à cause un peu de son beau-père qui le frappait énormément. Et donc, c'était quelqu'un qui doutait. Donc, fallait pas le remettre en question. Et aussi pour ses performances sportives. Ce qui est normal aussi. Enfin, quand t'es MVP de saison régulière, quand t'es 3 fois MVP des finales, c'est compliqué. Ouais, mais ça devient comme un espèce de château de cartes. Mais ce sont deux joueurs qui, à ce moment-là, n'étaient pas capables de se remettre en question. Shaquille O'Neal, il y a un épisode à Orlando, il joue contre les Rockets en finale NBA. Ils se font démolir sur le pick and roll de Drexler et Olajuwon parce que on sait que Shaq, lui, il détestait le pick and roll offensivement et défensivement. Ouais. Et donc Nick Anderson et Shaquille O'Neal se font broyer. Il dit quoi ? C'est pas il cherche à trouver une solution. Il dit voilà, à cause de toi, Nick Anderson, les gens ils vont croire que Olajuwon il est plus fort que moi. C'est vrai ? Il a dit ça. Il a parlé comme Ben Arfa. Oh là 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 là. Zéro la maturité, zéro. Mais oui, mais c'est que Kobe, on peut comprendre, il est plus jeune, il a vécu moins de choses. Et en fait, Shaq, il est en train de reproduire ce qu'il a fait avec Hardaway, donc petite guerre d'ego, et il le reproduit avec Kobe. Mais ça, c'est surtout vu la vraie facture, c'est vraiment se vu en 2004 lors de la finale NBA, comme tu l'as parlé contre les Pistons, où Kobe refuse de donner le ballon à plusieurs fois. Et lui dit, et Shaq lui dit, donne la balle. Non, tant que tu ne feras pas ça, tant que tu ne feras pas un pick and roll, tant que tu vas pas te démarquer, je ne te donnerai pas le ballon. Et on le voit sur le terrain, c'est flagrant. Et c'est pour ça qu'ils perdent. Parce que dans le fond, franchement, quand tu vois cette équipe des Lakers, ils sont 100 fois au-dessus des Pistons. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Ils sont au-dessus. Au niveau de la prestation, même au niveau de la saison régulière, les Lakers, ils font une saison régulière très sérieuse en 2004. Oui, mais il y a la blessure de Malone. Il y a la blessure de Malone. C'est vrai. Et on était vraiment au summum de la détestation entre les deux joueurs. Hein. Et aussi, une autre chose, par contre, il y avait une chose sur le terrain qui a été source d'embrouille entre les deux. C'était le fait que Kobe, au début, était un joueur qui aimait attaquer le cercle. Et comme il aimait attaquer le cercle, il était dérangé par le fait que Shaq soit dans le cercle. Totalement. Et il y a même des fois qu'il disait mais dégage du cercle. Et Shaq, lui, la peinture, c'est à lui. Il ne voulait pas dégager de la peinture. Si tu me passes la balle dans la peinture, et je vais démolir. Donc mot de la fin pour terminer. Mot de la fin. Toi qui supportes les Lakers, c'est à toi de prendre la parole. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure meilleur ami, meilleur ennemi, parce que c'est quand même une évolution. C'est que au début, on a eu donc l'histoire d'amour, puis on a eu cette haine, puis il y a eu pour Kobe, c'était important cette séparation parce qu'il voulait prouver aussi qu'il pouvait gagner à lui seul, ou en tout cas amener une équipe au titre. Et quand il voit surtout en 2006, quand il voit Shaq accompagner Dwayne Wade et remporter une bague avec le Heat, à ce moment-là, genre tout le monde se retourne vers Kobe en disant Shaq l'a fait, toi tu l'as toujours pas fait. Tes trois titres en fait sont les bagues de Shaq, et donc c'est pour ça qu'il avait besoin Kobe de remporter ces 2 titres pour prouver et à la NBA et aussi à Shaq qu'il pouvait gagner sans lui. Donc c'est pour ça que ces 3 finales qu'il fait entre 2008 et 2010 et ces 2 titres, et surtout ces 2 titres de MVP, sont hyper importants pour lui, quoi. Et moi, 2 choses pour finir. On l'a dit 2 fois pendant le podcast, c'est Phil Jackson. Le travail qu'il fait est admirable. Il a engagé George Mumford pour régler les problèmes de communication qu'avaient Kobe et Shaq. Yes. Il s'est formé lui-même, il est parti jusqu'à se former lui-même pour apprendre à parler aux deux, pour les faire cohabiter. Donc il y a cette première chose que je veux dire, et la deuxième chose que je veux dire, c'est que il y avait une lutte pour être leader entre Kobe et Shaq. Mais les deux, ils n'ont pas su mettre leur ego de côté. Ils n'ont pas su prendre du recul. Ils n'ont pas su se remettre en question. Ils ont pris même en otage tous les joueurs du vestiaire, parce que les joueurs du vestiaire, c'est difficile. Tu te dis, ok, mais c'est qui le leader ? Je vais plus vers Kobe, je vais plus vers Shaq. Donc vraiment, ils mettaient dans une situation d'inconfort les coéquipiers. Donc en fait, en voulant être leader, ils ont vraiment agi comme l'inverse que d'un leader en fait. Moi, pour terminer, j'aime bien voir les Lakers perdre, donc ça m'a fait plaisir de les voir se faire frapper en 2003 et 2004. Mais bon, en effet, il faut le dire de manière plus globale,
Franchement, ça a été une période exceptionnelle. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait accrocher encore au basket après avoir vu Jordan, mais de loin. Là, maintenant, on commence à un peu à naître un certain côté analytique, côté basket, et à aimer ce sport. Et en effet, voir des personnes autant dominées dans une franchise aussi mythique concernant ce duo, il faut quand même leur donner leur coup de chapeau, parce que c'est pour beaucoup, ça nous a accroché au basket. Et en effet, il y a un goût d'inachevé, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils auraient gagné beaucoup plus de bagues. Faut pas oublier que chaque part, il est né en 72, hein. Donc en 2004, il a 32 ans. Il part, il peut encore faire 2 ou 3 ans de haut niveau. En 2006, il est encore là. Il est encore là, en effet. Et ça laisse un goût d'inachevé quand même. Et puis, juste, je veux rajouter un dernier truc, c'est que, comme tu dis, tu parlais de la franchise tout à l'heure, on parle des Lakers. Donc, à chacun de leurs postes, tu avais des légendes. Donc, pour qu'ils aient aujourd'hui, qu'ils soient imposés, qu'ils fassent partie, comme on l'appelle en jargon basket, dans le Mont Rushmore des Lakers, c'est-à-dire les têtes majeures de ces franchises, et que ces 2 joueurs-là en fassent partie, c'est très fort. Hein. C'est très très fort, parce qu'on parle d'une franchise qui a accueilli les meilleurs joueurs de l'histoire. On est d'accord.